Alors, merci de vous être déplacés, les gens qui sont ici avec nous en salle. Bienvenue, les gens qui sont à distance. Donc, quelques petits réflexes d'usage là, avant de débuter. Comme à l'habitude, le séminaire midi de ce midi fait l'objet d'un enregistrement. Il sera éventuellement rendu disponible via la médiathèque et le site Internet du CIRST. Comme toujours, vous êtes libre évidemment d'activer ou de désactiver votre caméra selon votre convenance. Vous pouvez utiliser le module de clavardage et de chat pour poser des questions. On vous invite toutefois à le faire de vive voix une fois la présentation terminée pour plus de convivialité. Mais les deux options sont accessibles. On s'organisera pour relayer votre question si c'est le cas, si vous la faites par écrit. Autre précision d'usage, non, laissez simplement vos micros désactivés le reste du temps pour éviter les effets de feedback et autres désagréments. Sinon, puisqu'on semble complet ici en salle pour l'instant, mais sans plus tarder, j'aimerais accueillir notre conférencier d'aujourd'hui, Aurélien Goutumette, qui est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Paris 1 et qui est spécialisé en histoire de l'économie, notamment des théories macroéconomiques de l'inflation et du chômage. Il a effectué un postdoctorat au Center for the History of Political Economy à l'Université Duke et au CIRST. Il est actuellement chercheur au ISPOL à l'Université catholique de Louvain et éditeur de la revue Economia. Il nous propose aujourd'hui une présentation intitulée « La scientisation des banques centrales et multiples facettes de l'ascension des économistes au sein de la Banque d'Angleterre ». Et sans plus tarder, je lui cède la parole. À toi, Aurélie. Merci, et merci pour me donner l'occasion de partager mes travaux aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être de retour après mon postdoc en 2020 ici. Et le projet que je vais vous présenter, enfin l'article, le document de travail que je vais vous présenter d'ailleurs, est un peu un article qui suit le projet de recherche que j'avais débuté ici en 2020. Et donc, on va parler de scientisation des banques centrales et plus particulièrement en étudiant le cas de la Banque d'Angleterre. Petite précision pour commencer, la version actuelle de l'article a été rédigée par Francesco, qui est en ligne, j'ai vu, et moi-même. Donc, toutes les bêtises que je vais se dire seront juste le fait de mon fait et celui de Francesco et pas de François, de Clément, qui sont des co-auteurs à venir sur cet article. Je vais essayer de parler 25 minutes pour ne pas prendre trop de temps, un peu moins peut-être. Donc, pourquoi s'intéresser à la scientisation des banques centrales et pourquoi utiliser ce terme de scientisation? C'est en fait un terme qu'on retrouve assez souvent en économie politique ou en sociologie de l'expertise dans les banques centrales. J'avais fait une petite recherche bibliométrique sur l'usage du terme et on se rend compte qu'en fait, le terme il n'y a pas de littérature cohérente autour du concept de scientisation. On parle aussi parfois de scientifisation, scientification. Mais il n'y a pas vraiment de littérature cohérente. Il y a quand même de nombreux articles sur la relation entre politique publique et expertise scientifique. Et en fait, le seul moment où on trouve une référence constante à la scientisation, c'est dans la littérature sur les banques centrales pour faire référence à l'idée qu'on aurait un processus de scientisation des banques centrales depuis les années 90. Et dans cette référence à la scientisation des banques centrales, on a un article un peu central, qui est un chapitre d'ouvrage d'ailleurs de Martin Marcussen en 2005, qui parle du cinquième âge des banques centrales. Donc, le cinquième âge des banques centrales, ça serait une nouvelle typologie des banques centrales, une nouvelle période des banques centrales qui apparaîtrait à la fin des années 90 et qui serait caractérisée par l'idée que les banques centrales et les banquiers centraux assureraient leur légitimité, leur autorité en s'appuyant constamment sur le langage de la science. Et ça serait, selon Marcussen, ça serait visible à travers l'accroissement de l'embauche de chercheurs, à travers l'augmentation du nombre de publications académiques par des chercheurs dans les banques centrales ou par l'usage du discours de la science. Et cette scientisation, qui est vraiment l'élément central de ce cinquième âge des banques centrales, il s'accompagnerait de trois autres éléments qui lui sont reliés, selon Marcussen.
l'idée que les banques centrales, depuis les années 90, prennent de plus en plus des décisions au sein de comités. Donc, on n'a pas un gouverneur ou un président de banque centrale qui prend la décision, c'est des comités qui se réunissent, qui discutent pour prendre la décision et donc de manière un peu dépassionnée. La deuxième tendance importante, ça serait la communication des banques centrales se veut beaucoup plus transparente, médiatisée, mais donc transparente. On publie des prévisions, on publie des chiffres, on justifie nos décisions. Une fois de plus, il y a une sorte de volonté de rationalisation de la politique mise en place. Et la troisième transformation qui va de pair avec la scientisation, c'est la transformation de l'audience des banques centrales, selon Mark Hussein. De plus en plus, les banques centrales discuteraient entre elles et formeraient une sorte de communauté épistémique transnationale. Donc voilà, c'est un peu le cadre que pose Mark Hussein. Et qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans, Mark Hussein, c'est de souligner que la conséquence de ce nouvel âge des banques centrales, c'est ce qu'il appelle la politisation ou la politisation de la décision politique au sein des banques centrales. Et donc, il crée une distinction entre la dépolitisation. Donc, la dépolitisation serait le processus par lequel les banques centrales sont devenues indépendantes du pouvoir politique, donc indépendantes des gouvernements, du Parlement. Et donc, elles sont libres d'ajuster leur politique monétaire librement selon un mandat qui est fixé en général constitutionnellement. Et donc, la politisation, pour Mark Hussein, ça va plus loin, c'est l'idée que le concept même de politique monétaire devient non politique. Ça devient un problème technique qui doit être réglé par des experts qui vont donc fixer le bon taux d'intérêt directeur, par exemple, pour atteindre des objectifs fixés. Donc, voilà le cadre d'analyse de Mark Hussein. Nous, ce qu'on a essayé de faire ce qu'on veut faire dans cet article, c'est un peu de questionner ce concept de scientisation et de le questionner à travers un cas particulier, celui de la Banque d'Angleterre. Pourquoi la Banque d'Angleterre ? C'est justement lié au projet qu'on avait démarré avec François, avec Francesco qui est en ligne et d'autres. Il y a Juan aussi qui est en ligne, une équipe de 6 chercheurs à avoir commencé ça en 2019 pour étudier en gros l'interaction entre l'académie et la prise de décision politique dans les banques centrales. On avait commencé donc ce projet il y a 4 ans. Et donc, l'une des facettes qu'on essaie d'explorer ici, c'est plus précisément le concept de scientisation qu'on applique à la Banque d'Angleterre, qui est un cas intéressant, notamment parce que en 2015, la banque avait lancé en grande pompe une conférence pour inaugurer son nouvel agenda de recherche et donc mettre en avant la nouvelle organisation de recherche au sein de la banque. Et donc, il y a aussi le développement d'un comité d'évaluation de la recherche au sein de la banque régulièrement avec des rapports tous les ans. Donc, vraiment, il y avait une volonté depuis 2015 de mettre en avant la recherche au sein de la banque. Et donc, nous, ce qui nous intéresse à travers la Banque d'Angleterre, c'est comprendre le processus plus long de scientisation qui s'y opère, en quelque sorte d'historiciser cette scientisation et aussi de l'opérationnaliser à travers une série d'indicateurs pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la scientisation. Et donc, dans l'article, on distingue… Pardon, j'ai perdu la connexion. Donc, dans l'article, on distingue 3 types d'indicateurs. Un premier type d'indicateur est lié à l'embauche, c'est-à-dire à l'embauche de chercheurs au sein de la Banque d'Angleterre. Et donc, on s'est intéressé, on a constitué ce qu'on appelle une base de données prosopographique. Et on s'est intéressé à… Je repartage les slides. On s'est intéressé à notamment donc, quelle est la formation des chercheurs qui rentrent au sein de la banque, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils font après être entrés dans la banque. Donc, on s'est intéressé tant au staff, donc aux économistes embauchés, qu'aux décideurs. Deuxième type d'indicateur, on s'intéresse aux pratiques de publication, donc la quantité de publications mises en ligne, promues par la banque, les publications académiques, dans quel type de journaux. On s'est également intéressé aussi aux pratiques de copublication et on a aussi regardé à l'intérieur de ces publications quels sont les sujets traités. Et le troisième type d'indicateur qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle les pratiques discursives. Donc, on regarde dans les discours des décideurs
comment est-ce qu'on fait référence à la recherche et quel est le langage utilisé? Est-ce que ce langage, en quelque sorte, se rapproche d'un discours qu'on dirait scientifique? Et donc, à travers ces trois types d'indicateurs, on essaye de les contextualiser historiquement à travers l'histoire de la Banque d'Angleterre depuis les années 80. On identifie dans l'article trois types de tensions. La première serait qu'il faut essayer de distinguer la scientisation de ce qu'on pourrait appeler l'académicisation. Donc, l'idée que ce que font les économistes au sein de la Banque centrale, c'est exactement ce qu'ils feraient s'ils étaient dans une université. Et donc, on se rend compte qu'il y a des proximités et en même temps, les économistes de banque centrale ont des incitations qui sont différentes, ont des normes qui sont différentes, et même s'ils produisent de la connaissance et qu'ils cherchent à publier, ils constituent un groupe qui est différent de chercheurs dans des universités. Le deuxième point qu'on essaie de souligner, c'est que la scientisation n'est pas juste pour la forme. Donc, je peux parler de la littérature en économie politique ou en sociologie de l'expertise dans les banques centrales, qui insiste beaucoup sur le côté réputationnel. On a besoin de chercheurs pour montrer qu'on est expert, qu'on est crédible. Nous, ce sur quoi on essaie d'insister, c'est la dimension instrumentale d'expertise. On a besoin d'économistes à certains moments pour accomplir certaines tâches. Et le troisième point, c'est que la scientisation ne conduit pas nécessairement à la politisation, pour reprendre le terme de Mark Hussen. Le fait de recourir au discours scientifique, de mettre en avant une expertise scientifique, ça ne conduit pas nécessairement à se protéger de l'examen public. À l'inverse, ça peut parfois stimuler la controverse publique et médiatique, et donc ça ne sert pas forcément un objectif d'apolitisation. Je vais y revenir un peu. Je vais y revenir en conclusion. Donc, la manière dont je comptais procéder, c'était un peu de vous montrer ces trois types d'indicateurs et de voir qu'est-ce qui se passe au sein de la Banque d'Angleterre à travers l'histoire depuis les années 80. Peut-être un premier indicateur assez simple, la part des docteurs dans les embauches d'économistes au sein de la Banque d'Angleterre. Donc ça repose sur cette base de données prosopographique qu'on avait construite en 2020, où on regardait les chercheurs qui publiaient des documents de recherche au sein de la Banque d'Angleterre. On a analysé leur CV. Et donc, on a constitué une base de données d'à peu près 370 économistes de la Banque d'Angleterre. Et donc, on regardait un peu notamment leur formation. Et donc, ce qu'on voit, on a une tendance assez claire à l'augmentation du nombre de docteurs dans les embauches, avec une accélération assez forte après les années 90. On arrive juste avant la crise financière de 2007. On a la moitié des embauches sont des embauches de docteurs. Et alors, il y a une petite chute avec la crise. Et on va voir que cette chute avec la crise financière, elle se reproduit pour tous nos indicateurs à peu près. Et puis, ça augmente assez fortement. On avait même une année où on n'a que des docteurs qui sont embauchés. Alors, donc, on voit qu'on a une augmentation du nombre de docteurs embauchés, mais la question qui se posait pour nous, c'est pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de docteurs? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gens plus formés? L'idée, c'est que depuis les années 90, on a un changement dans le mandat de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, après 93, devient plus indépendante du Trésor et elle devient de plus en plus en charge de mener la politique monétaire elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est en charge notamment de produire des prévisions macroéconomiques. Donc, c'est la Banque d'Angleterre qui est en charge d'indiquer quelle sera l'inflation à venir. Et la Banque d'Angleterre va devoir écrire à chaque trimestre un rapport sur l'inflation pour expliquer quelles sont ses prévisions d'inflation et pour justifier la politique mise en place pour lutter contre cette inflation. Et à partir de 1997, il y a l'élaboration d'un comité de politique monétaire, le MPC, qui est composé de 8 membres et qui discute des décisions de politique monétaire à prendre, en partie sur la base des prévisions produites. Donc, on a ces nouvelles fonctions de la Banque d'Angleterre qui émergent dans les années 90 et qui requièrent une expertise de la part des économistes. On commence à avoir besoin d'économistes pour produire ces prévisions, pour produire de l'analyse et donc pour informer la décision de politique monétaire à partir des années 90.
Si on s'intéresse à autre chose que les niveaux de diplôme, on remarque aussi, toujours à propos du personnel, à propos des économistes de la banque, qu'on a une internationalisation progressive. Avant les années 90, quasiment tous les économistes embauchés sont des Britanniques. Et donc, ça change progressivement, hein, jusqu'à la moitié des années 2010. On n'a plus que la moitié des embauches qui sont pour des Britanniques. Ce qui est intéressant, si on regarde d'où viennent les économistes embauchés, donc tout en bas, en marron, vous avez les nouveaux diplômés. Donc, c'est ceux qui arrivent à la banque juste après avoir eu leur master ou leur doctorat. Donc, si on exclut ces gens-là, on remarque qu'au cours du temps, les gens qui sont embauchés à la banque sont de moins en moins des académiques. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus un doctorat, mais ils ne viennent pas d'une position au sein d'une université. Et ils viennent en fait le plus souvent, alors soit d'une position dans une entreprise dans la banque ou la finance, ou surtout en fait d'une autre banque centrale ou d'une organisation internationale. À tel point que après 2010, si on enlève les nouveaux diplômés, on a quasiment la moitié des embauches qui sont des embauches de gens qui viennent d'autres banques centrales ou d'organisations internationales. Et donc on voit vraiment se constituer cette idée qu'on a une communauté autonome d'économistes de banques centrales. Qui est différente du monde académique. Donc, on a vu tout de même que le niveau de formation pour le personnel de la Banque d'Angleterre a augmenté. Si on regarde ce qui se passe pour les dirigeants, on se rend compte que c'est moins vrai. Alors, c'est relativement vrai pour les gouverneurs, donc tout au sommet de la hiérarchie. Alors, depuis 2003, depuis 2013, tous les gouverneurs, donc les 2 derniers gouverneurs ont un doctorat. On a aussi mis King là-dedans, qui n'a pas un doctorat, mais parce que c'était à une époque encore où les doctorats étaient assez peu répandus en Grande-Bretagne. Mais c'est vraiment, on a du coup 3 économistes formés à l'économie qui ont eu un passage dans le monde académique. Donc, mais ça, c'est uniquement depuis 2003. Avant ça, les gouverneurs n'étaient en général pas des économistes. Et encore moins des économistes avec un doctorat. Par contre, si on regarde les membres externes du comité de politique monétaire, donc le comité de politique monétaire, c'est 8 personnes, 4 au sein de la banque, 4 à l'extérieur, 4 recrutés à l'extérieur de la banque. Et donc, comment sont recrutées ces 4 personnes à l'extérieur de la banque? Ce qui est mis en avant dans la loi sur la Banque d'Angleterre votée en 97, c'est que ces personnes doivent avoir la connaissance ou l'expérience jugée légitime pour être membre du comité. Donc, il y a ces 2 choses qui sont mises en avant, hein, connaissance ou expérience. Et donc, on se retrouve avec, si on regarde sur les 25 ans d'existence du comité de politique monétaire, on n'a que 60%, c'est déjà pas mal, hein, on n'a que 60% des membres qui ont un doctorat. Et dans l'ensemble, en fait, on se rend compte que pour monter dans la hiérarchie de la Banque d'Angleterre ou pour avoir un poste dans ce comité de politique monétaire, et en fait, ce qui marche le mieux, c'est soit d'avoir une promotion interne, soit de gravir progressivement les échelons au sein de la banque, soit d'avoir une expérience en général dans les entreprises privées, et notamment dans la banque et la finance. Donc, c'est plutôt ce type d'expérience qui permettent de grimper la hiérarchie. Et on n'a pas tant d'académiques en fait, qui montent au sein de la banque et qui se retrouvent à des positions de pouvoir. Un petit point un peu différent ici, pour conclure sur cette question des pratiques d'embauche, on se rend compte que la création du comité de politique monétaire n'a pas forcément conduit à une dépolitisation ou apolitisation de la discussion politique au sein de la banque, notamment parce que les membres externes du comité de politique monétaire vont avoir tendance, notamment dans les premières années, à contester via la presse les décisions qui sont prises et à utiliser la presse pour peser dans les décisions de comité. Hein, donc, on crée ce comité qui se veut un peu plus transparent pour discuter de manière experte de la politique monétaire, mais en même temps, en fait, dans la presse, vont se retrouver de plus en plus de discussions sur la prise de décision politique. Et on a aussi de nombreuses critiques qui émergent à l'époque, notamment dans le Financial Times, sur l'idée qu'il y aurait une paralysie par l'analyse. On a tous ces experts qui se réunissent dans une salle et ils passent leur temps à débattre du bon niveau de taux d'intérêt et puis ça n'avance à rien. Donc en fait, il y a vraiment, c'est presque l'inverse. Hein, la scientisation de la banque dans les années 90 et la création de ce comité de politique monétaire va mettre le projecteur sur justement la décision de politique monétaire. Et ça va plutôt repolitiser la politique monétaire à ce moment-là.
Donc ça, c'était pour les pratiques d'embauche. Sur les pratiques de publication, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde de manière très agrégée les publications au sein de la banque, on se rend compte qu'on a un premier pic dans les années 90, notamment, donc en rouge, vous avez les publications dans des revues académiques. Et donc, on se rend compte qu'on a un pic dans les années 90. Et quand le mandat de la Banque d'Angleterre change, donc à partir de 93, ben, on a une très forte baisse du nombre de publications. Donc, au même moment où on a de plus en plus de docteurs au sein de la banque, on a de moins en moins de publications académiques durant les années 90. Justement parce que pourquoi on embauche ces gens-là? Parce qu'on a besoin de mettre en place ces tâches politiques, en quelque sorte. On ne les embauche pas pour faire de la recherche. Et à l'inverse, les publications étaient assez élevées dans les années 90 parce que les économistes étaient assez loin de la décision politique et donc ils avaient plus de temps eux-mêmes pour faire de la recherche. Donc on voit bien ici un peu les paradoxes qu'on peut avoir derrière le processus de scientisation. Et ensuite, à partir des années 2000, le nombre de publications va réaugmenter. Je vais revenir ensuite sur le petit trou avec la crise. Donc juste sur les années 90, hein, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de temps, on a moins de publications que ça? Parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas embaucher des économistes pour faire de la recherche à part dans un département de recherche au sein de la banque. Hein. On a besoin de ces économistes parce qu'on les estime plus compétents parce qu'ils sont docteurs en économie, mais on en a besoin pour appuyer la prise de décision politique. Et donc, en même temps, ça veut dire que si on leur laisse faire de la recherche, on veut qu'ils fassent de la recherche qui soit vraiment en lien avec les problématiques politiques au sein de la banque. Et ça, par exemple, ça se voit si on regarde les sujets de recherche au sein de la Banque d'Angleterre. Donc là, c'est lié à un topic modeling qu'on a fait sur toutes les publications de recherche de la banque. Et si on s'intéresse juste aux années 90, on voit que ce qui domine, c'est les travaux alors sur l'analyse de l'inflation, bien évidemment, mais surtout sur ce qu'on a appelé Monetary Policy Framework. Donc, c'est tout un tas de travaux sur l'indépendance des banques centrales, la crédibilité d'une banque centrale, comment les banques centrales doivent être transparentes dans leur communication ou pas. Donc, c'est tout un tas de discussions sur le design institutionnel de ces institutions. Donc, au moment où la Banque d'Angleterre se transforme dans ses mandats et dans son mandat et ses fonctions, les économistes publient des articles sur les mandats et les fonctions des banques centrales. Et donc, si je reviens sur ces patterns de publication, donc on voit bien que ça baisse dans les années 90, ça remonte assez fortement à partir des années 2000, et on a une nouvelle fois ce creux avec la crise financière. Donc, quand la crise financière survient, c'est plus le moment de se mettre à publier de la recherche, et on voit bien on imagine à travers ces données agrégées qu'il y a une sorte de réorientation du travail des économistes au sein de la banque. Et ça, c'est confirmé par les interviews qu'on a eues avec les dirigeants de la banque. C'est que l'urgence de la situation fait qu'on n'a pas le temps, de faire de la recherche. Donc, pour conclure brièvement sur ce point sur les pratiques de publication, ce qu'on voit tout d'abord, c'est donc il n'y a pas une sorte de trajectoire linéaire vers la scientisation des publications de recherche. En fait, les pratiques de publication, elles suivent des objectifs. On pousse à la publication pour des raisons précises à un moment donné. Et ça influence aussi les sujets qu'on va traiter. Mais une fois de plus, le processus est non linéaire et donc ça le rend aussi très différent de ce qui se passe dans le milieu universitaire. Et le troisième type de pratique qu'on aborde dans l'article, c'est les pratiques discursives. Et donc, on revient à l'une des questions de Mark Hussein, cette idée de est-ce que la Banque d'Angleterre, est-ce que les dirigeants de la Banque d'Angleterre parlent le langage de la science, pour reprendre l'expression de Mark Hussein. Donc, la première chose qu'on a fait ici, c'est de regarder un peu dans les discours des dirigeants et des membres du comité de politique monétaire au sein de la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'on fait référence à de la recherche? Et donc, on voit là, une fois de plus, qu'il y a une tendance assez claire à l'augmentation des discours qui citent de la recherche. Alors, qui citent de la recherche, qui citent des publications de recherche en général, ou qui citent de la recherche produite au sein de la Banque d'Angleterre. Et une fois de plus, on voit qu'il y a toujours ce petit décrochage au niveau de la crise financière. Et donc, ça c'est pour le niveau agrégé.
Donc, on cite plus de recherches dans les discours, mais est-ce qu'on cite pareil suivant l'énonciateur du discours et est-ce qu'on cite pareil suivant à qui on s'adresse? Et donc, on a essayé de désagréger un peu ça. Et donc, on voit que suivant qui parle, en effet, les pratiques de citation de la recherche sont différentes. Plus on est en haut de la hiérarchie de la banque, donc le gouverneur et le député gouverneur, ils vont avoir une tendance à citer beaucoup moins de recherches dans leur discours. Alors, on a une tendance à l'augmentation au cours du temps, mais on cite moins de recherches. À l'inverse, si on regarde le comité de politique monétaire, donc hors gouverneur et député gouverneur, on a beaucoup plus de citations de la recherche et même les membres externes, parmi lesquels on a quelques économistes des fois, c'est eux qui vont citer le plus de recherches. Et si on désagrège aussi par type d'audience, assez logiquement, on cite beaucoup plus de recherches quand on fait face à des académiques et on cite beaucoup plus de recherches en général. La crise est une exception, mais on cite beaucoup plus de recherches quand on parle dans des conférences avec d'autres banquiers centraux ou avec des organisations internationales. Et quand on est face au milieu professionnel, face aux entreprises, on va citer moins de recherches. Donc, on voit le discours, la scientificité du discours s'adapte au public et à l'énonciateur. Et rapidement sur ça, on a essayé, donc ça, on a regardé les pratiques de référencement, les pratiques de citation de recherche, et on a essayé d'avoir un indicateur un peu différent à partir du vocabulaire utilisé. Alors, sans trop rentrer dans les détails, on peut en discuter après si ça intéresse certains et certaines, mais donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle de ce qu'on appelle de word embeddings, qui permet de transformer chaque mot en vecteur et ensuite de voir quels sont les mots les plus proches. Et donc, l'idée ici, c'était de construire on va dire des champs lexicaux. Donc, un champ lexical de la science. Donc, dedans, on avait mis université, académie. On a un champ lexical de l'économétrie, où on met des mots liés à l'économétrie, et un champ lexical de la théorie macroéconomique. Et donc, on construit ces champs lexicaux et on veut voir si les mots associés à ce champ lexical se retrouvent plus ou moins souvent dans les discours. Et donc, on voit qu'on a une tendance, alors c'est un peu moins clair pour l'indice de recherche, mais c'est assez clair pour l'économétrie et pour la théorie macroéconomique. On a vraiment une croissance de ce champ lexical dans les discours au cours des années 90. Mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on observe? C'est que ça croît vraiment jusqu'au milieu des années 2000 et ça diminue une fois de plus avec la crise financière. Donc, le langage de la science, comme dit Marc Hussein, diminue avec la crise financière. Donc, une fois de plus, on l'a désagrégé. Je ne rentre pas dans le détail pour ne pas parler trop longtemps. Mais ce qui me semble intéressant sur ce recul avec la crise financière, c'est qu'on se rend compte que si l'objectif de la scientisation, c'est de dépolitiser ou d'apolitiser la prise de décision politique, là, on est face à un paradoxe puisqu'on se rend compte que justement, le langage de la science diminue au moment de la crise. Donc là où, au moment peut-être où l'institution en aurait besoin pour essayer d'assurer sa légitimité, sa crédibilité et de se distancier des critiques, c'est à ce moment-là, en fait, où finalement, on fait le moins référence au langage de la science et on cite le moins de recherche. Donc là, on a une sorte de paradoxe qui va à l'encontre de cette idée de scientisation selon Marc Hussein. Donc pour conclure brièvement sur ce qu'on a appris du cas de la Banque d'Angleterre, donc on voit bien qu'on a un phénomène très clair de scientisation au cours du temps au sein de la Banque d'Angleterre, mais premier phénomène, ça ne progresse pas de manière linéaire. Cette scientisation est une stratégie et donc elle varie à certains moments en fonction de la stratégie mise en place par les dirigeants de la banque ou en fonction des transformations institutionnelles de la banque. Et le deuxième point, c'est on se rend bien compte aussi du caractère assez important de la fonction instrumentale de la scientisation. On embauche des chercheurs en partie parce qu'on juge qu'on en a besoin pour mettre en place la politique au sein de ces institutions. Et le troisième point sur lequel j'ai un peu insisté à l'instant, c'est justement que la scientisation peut être une stratégie d'apolitisation, mais c'est une stratégie. C'est-à-dire que l'institution, à un moment, peut faire un choix différent, peut décider que face à la crise ou face aux critiques, il vaut mieux tenter d'avoir une stratégie plus en réponse qui essaye de repolitiser le sujet plutôt que d'aller vers un discours plus technique.
Et dans le même temps, le deuxième point aussi, c'est que cette scientisation n'est pas forcément toujours couronnée de succès. À l'inverse, plus de scientisation peut conduire paradoxalement à mettre plus en lumière la décision politique et donc à repolitiser le débat. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Aurélien, pour ta présentation. Comme je le disais tout à l'heure, les gens qui sont en ligne sont invités à poser des questions, tout de même que les personnes qui sont dans la salle. Je commencerai peut-être par ici. J'ai Yves qui a une question. Oui, sur, je ne sais pas si on va donner dans les détails, c'est très convaincant, très intéressant. Quand vous avez regardé, on disait, bon, on embauche plus de doctorats parce que, bon, on veut faire plus de recherche. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet, je ne sais pas, je pose la question, un effet aussi d'inflation de diplôme? Par exemple, je donne un exemple ici, si on regarde dans les cégeps, où normalement, c'est des gens qui ont un bac, après ça, une maîtrise, maintenant, une proportion assez élevée qui ont des doctorats. C'est pas certain que c'est parce que les cégeps veulent faire de la recherche, parce que, bon, c'est compliqué, il y a un double jeu, là. Ouais. Parce que les gens ont un doctorat, il y a une surproduction de doctorats dans la plupart des pays. Je ne pense pas que les doctorats soient une exception. Et donc, la majorité de ces gens-là doivent trouver des postes ailleurs, sachant qu'ils ne font pas de la recherche. Ils vont faire et donc, il y a tout le débat aux États-Unis sur l'enseignement supérieur, comme on a eu au Québec aussi, il y a quelques années, la surqualification. Et donc, je ne sais pas si ça joue un rôle. Un, deux, c'était sur, ça c'est plus une hypothèse pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Effectivement, au moment de la crise, comme vous montrez très bien, donc diminution. Donc, est-ce que c'est de la prise de conscience qu'effectivement, la crise financière, c'est une crise de la science? Parce que tu dis, nous, on a une théorie, on est scientifique, et là, on arrive à une crise qui n'a pas le choix de venir. Et l'on recule un peu ou ça n'a aucun rapport avec une crise de la scientifisation, c'est-à-dire, parce que quand la reine dit, écoutez, vous n'êtes pas capable de... Là, l'autre, la crise de la science comme telle, fait qu'on met sur le bémol la rhétorique, hey, on a des chiffres, comme disait Macron, et des chiffres, on ne les discute pas. Commentaire, donc, une petite question. Super. Je réponds maintenant ou on prend d'autres… Oui, vas-y. Super. Oui, non, c'est vrai que sur le premier point, moi, j'y repensais en revenant sur l'article. C'est difficile de distinguer les deux tendances. Par rapport au contexte britannique, moi, j'avais regardé un peu les données sur l'augmentation du nombre de docteurs en économie et ça vient un peu avant. Ça. Il y a un décalage, ça vient au début des années 80, il me semble, où il y a vraiment cette croissance assez forte et nous, ça décolle 10 ans plus tard. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez mince comme… C'est logique. C'est surproduction. Oui, c'est voilà. Mais une autre approche, peut-être, c'est de regarder dans d'autres domaines. Tu sais, on dit, bon, par exemple, dans les entreprises, on dit, est-ce qu'on embauche des gens avec des doctorats? Ouais. Je ne sais pas dans quel domaine en Angleterre ça pourrait être fait, mais au moins en tenir compte. Bien sûr, oui. Il faut attendre un décalage. Surproduction de doc, il faut bien qu'il se trouve un trou après 5 ans. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Est-ce la possibilité d'un type d'emploi aussi? Tu sais, s'ils remplacent, c'est les mêmes emplois qu'avant, mais maintenant ils engagent des doctorants plutôt que des gens avec une maîtrise ou un bac, ou ils ont vraiment créé des nouvelles unités de recherche vraiment plus, ils engagent des doctorants pour ça, pour se donner un autre rôle. Alors, il y a quand même un processus d'institutionnalisation par exemple, il y a les créations de programmes pour former des docteurs au sein de la Banque d'Angleterre. Donc ça, c'est un truc qui arrive à début des années 2000 où on commence vraiment à les former au sein de la banque. Et maintenant, c'est un truc assez énorme. Hein. Ils forment un nombre de docteurs et ils ont même une maîtrise un master au sein de la Banque d'Angleterre. Donc, il y a quand même, ils développent même des programmes. Une académisation, donc ils donnent leur propre diplôme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, je pense qu'il y a toujours des partenariats, mais avec Oxford, Cambridge et la LSI, quoi, mais mais ouais, il y a quand même une formation en interne. Mais oui, on pourrait regarder aussi peut-être sur les échantillons chez les fonctionnaires en fait, de d'autres institutions, type Trésor, etc., s'il y a un peu cette croissance. Et sur le deuxième point, sur la crise de la science, ça a soulevé… Alors, par exemple, la Banque centrale européenne va avoir une réaction très différente, beaucoup plus distante, assez peu se remettre en question, alors qu'au sein de la Banque d'Angleterre, ça a créé des conflits assez forts. Donc, je partais de 2015 avec ce nouveau agenda de recherche. Ce qui se passe, c'est que en 2013, le gouverneur change, on change
l'économiste en chef. Et l'économiste en chef arrive avec un discours du type « c'est n'importe quoi ce qu'on faisait en économie jusqu'à maintenant ». Les modèles ne marchaient pas et donc on lance de nouveaux modèles, etc. Et donc ça crée une tension assez forte au sein de la banque auprès des macroéconomistes, les macroéconomistes qui étaient vraiment les types d'économistes dominants au sein de la banque, qui du coup se sentent attaqués par ce nouveau discours et donc qui essayent de défendre leur approche. Et en même temps, on va embaucher beaucoup plus d'économistes qui font de la finance ou qui ont des approches différentes parce que c'est jugé plus utile. Donc en fait, ça va plus au sein de la banque, ça se matérialise comme un affrontement entre types d'expertise en économie, au sein de l'économie. Puis on se met aussi alors il y a quelques gens avec un doctorat en physique qui arrivent ou en anthropologie. L'économie, physique. Ouais, c'est très peu, hein. C'est vraiment marginal, mais il y en a quand même quelques-uns, ouais, 2, 3, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est aussi, il y a ce genre de profil un peu différent qui arrive. Et je pense que plus généralement, il y a quand même ce tournant un peu dans la communication des banques centrales après la crise financière, de se dire, bon, le discours très expert, très technocratique, en fait, ça marche pas bien en termes de communication. Donc, on va essayer de s'ouvrir, enfin, d'avoir un discours plus ouvert. Bon, ça se voit beaucoup plus maintenant avec la question du changement climatique ou des inégalités. Mais c'est vraiment un processus qui s'enclenche après 2010, comme d'avoir une communication un peu moins technique. Merci. Oui. C'est Amine. Oui. C'est à toi d'abord, parce que je le vois dans mon angle mort, oui. Non, d'abord, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Puis quand j'ai écouté votre présentation, je pensais au livre de Boltanski, Le cadre. Je ne sais pas si le cadre théorique s'applique, parce que lui, il explique l'émergence des cadres comme un groupe social. Ça veut dire que c'est des gens avec des profils très différents, mais à partir d'un moment de crise, il fait tout un historique de l'émergence des cadres, et après, il y a un effet de corps qui se crée. Je ne sais pas si c'est le même cas. Parce que quand même, on voit un effet d'homogénéisation de la population. Peut-être qu'il y a la formation d'un groupe social qui serait je sais pas, les banquiers, des banques centrales. Surtout, moi, j'ai été intéressé par le côté transnational aussi. Donc, il y a un profil qui est peut-être recherché. Je sais pas si c'est une piste qui serait pertinente. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de creuser, hein. C'est cette idée justement que on a des chercheurs, des économistes, mais qui sont des économistes de banque centrale, quoi. Et du coup, ils sont assez proches. Ils peuvent être proches parce que d'un côté des économistes universitaires et en même temps, c'est une communauté qui est à part et qui est en effet très transnationale. Donc, ouais, ce serait peut-être je connais pas trop Il faudrait mais peut-être aussi voir aussi les trajectoires. Parce que des fois, voir où est-ce qu'ils restent dans la banque, est-ce qu'ils sont dans des espaces interstitiels, est-ce qu'ils reviennent à l'académique, ouais, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils viennent majoritairement au cours du temps. Avec le temps, ils viennent de plus en plus des banques centrales et des organisations internationales et ils y repartent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la sortie, là j'ai montré l'entrée, mais quand on regarde la sortie, donc ils ressortent vers les banques centrales et les organisations internationales, et j'espère pas dire de bêtises, je vois que François a les graphiques sous les yeux, et ils vont beaucoup plus dans la banque et la finance qu'à l'entrée. Ils sortent plus vers la banque et la finance qu'ils ne rentrent de là. Et ils vont peut-être encore moins, et je crois qu'il y a assez peu ils vont peu vers l'académie en sortant de la banque, il me semble, si ma mémoire est bonne. Il y a, si tu permets, il y a une question en ligne, on peut peut-être l'alterner comme ça, donc je la cite là, pour le bénéfice de tous. Y a-t-il une polarisation d'un point de vue du paradigme théorique chez les PhD économistes, par exemple les théories classiques versus environnementales ou sociales? Une question qui provient de Yvon. Alors, c'est majoritairement alors, on n'a pas forcément regardé ça en détail, mais les profils des gens qui sont embauchés sont formés alors, quand c'est au Royaume-Uni, c'est donc dans vraiment Cambridge, Oxford et la LSI en majorité, ou même en Europe ou aux États-Unis, c'est dans les grandes universités avec des programmes assez standards en économie. Donc, la vraie fracture qui se joue, alors il y en a deux, il y en a une dans les années 90 où il y a un peu les keynésiens un peu formés dans les années 70-80 qui commencent à être un peu de la vieille génération face aux jeunes des années 90 avec plus influencés par ce qu'on appelle la nouvelle économie classique de Lucas et Sargent. Donc, on voit cet affrontement se jouer un peu au début des années 90.
Et au début, après la crise financière, dans les années qui suivent la crise financière, l'opposition n'est pas tant sur le type de théorie que sur le type de sous-discipline. Donc, on a vraiment un affrontement macroéconomie contre économie financière. C'est ça qui se joue dans la crise. Donc, on a en effet des oppositions, des polarisations entre économistes, plus théoriques au début des années 90, et c'est plus sur le type de sous-champ que ça s'affronte après la crise financière. Il y avait d'autres questions, je crois. Il y avait d'autres la main levée. Oui. Je comprends bien le cinquième âge, mais je ne connais pas beaucoup des autres âges des banques centrales. Est-ce que tu pourrais les résumer rapidement, que je contextualise un peu plus l'évolution temporelle des banques centrales? Là, c'est dur ce que tu me demandes parce que du coup, ça m'applique de. Alors, je vois assez bien le quatrième. À mon avis, le troisième âge doit démarrer au début du XXe siècle. Marcus ce qu'il a en tête, c'est un peu la Banque d'Angleterre quand même, qui est vraiment une très vieille banque centrale qui date du 17e siècle, peut-être fin 17e. Ouais. Et pour faire une guerre contre la France. Ouais. Pour le bien du peuple britannique pour faire la guerre contre la France. Alors que la Fed aux États-Unis, c'est 1913. Je ne sais pas pour la Banque du Canada quand est-ce que ça. 34, je pense. Oui, encore après. Mais, donc, voilà, donc le troisième âge, je crois que c'est l'idée que les banques centrales deviennent des institutions, pas nécessairement publiques, mais avec un mandat public, qu'on appelle le mandat de prêteur en dernier ressort. Donc, elles doivent intervenir au moment de la crise financière pour sauver les banques, etc. Donc, c'est un peu cette idée. Et le quatrième âge, c'est celui qui est la conséquence des années 70, de la stagflation. Donc, on considère que finalement, le pouvoir politique et la démocratie, ça a quand même un effet assez néfaste sur la politique monétaire. Ça pousse à favoriser le court terme par rapport au long terme. Et donc, il faut essayer d'autonomiser les banques centrales par rapport au pouvoir politique. Donc, il faut que les institutions soient indépendantes et que la décision soit prise par des institutions qui ne soient pas soumises à la pression du pouvoir politique ou à la pression des élections démocratiques, on va dire. Donc, au final, tu n'as pas beaucoup parlé du word embedding, puis je n'ai pas lu le papier. Fait que peut-être que j'aimerais juste entendre plus sur est-ce que tes résultats sur vos résultats sur le word embedding, puis vos résultats sur juste le décompte de citations vont dans le même sens. Là, j'explique le sens de ma question. J'aimais que tu ajoutes la couche word embedding parce que peut-être qu'on ne cite pas, selon l'audience, on ne cite plus, on référence plus explicitement les articles, mais on conserve le même langage. Donc, je trouvais ça intéressant, puis je veux juste savoir s'ils vont dans le même sens ou ils vont dans des sens opposés. Alors, ça va globalement dans le même sens, sauf que utiliser le langage et le word embedding, ça permet de démarrer avant, de démarrer plus tôt, de voir ce qui se passe plus tôt. Parce que tu connais bien la question de l'extraction des références dans les discours. Mais déjà, c'est assez dur de les repérer quand elles sont en note de bas de page. Donc, je pense qu'on a perdu un peu quand tu avais fait, il me semble que c'est toi qui avais fait une partie de. Mais on a perdu un peu de. Je pense qu'on perd un peu de référence au début dans les années 90 quand c'est un note de bas de page. Et puis surtout, il n'y a pas cette pratique de citer. Donc, en fait, au début, on a pensé, comme ça commence vraiment à la fin des années 90, qu'on repère des citations. Et donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une manière de remonter un peu plus loin pour vérifier. Et donc, c'est pour ça qu'on avait utilisé le langage. Mais globalement, on a aussi alors, c'est un peu plus marqué, si on regarde le word embedding, c'est un peu plus marqué la chute au niveau de la crise financière. Mais globalement, c'est quand même des tendances assez similaires. Peux-tu juste un follow-up question? Comme sur ce que tu viens de dire, ça baisse, mais au profit de quoi? Qu'est-ce qui monte? Alors, du coup, on n'a pas regardé, c'est pas comme du topic modeling où tu vois les différents topics, comment ils se distribuent dans le temps. Là, en fait, juste qu'on prend, c'est un ensemble de. En fait, ce qu'on fait, ça revient à utiliser une méthode de dictionnaire, c'est-à-dire qu'on a une liste de mots et on regarde comment ça pop dans des discours. L'avantage qu'on a à utiliser le word embedding, c'est que c'est beaucoup moins sensible aux mots que tu choisis. C'est-à-dire, tu vois, si tu utilises une méthode de dictionnaire, si tu rajoutes un ou deux mots dans ton dictionnaire, ça peut totalement changer ton résultat. Alors que comme le word embedding, on regarde la similarité avec tous les mots du vocabulaire total, c'est beaucoup plus moins sensible. Donc, c'est pour ça qu'on avait
qu'on avait utilisé ça. Et donc, juste, on a regardé, on a essayé de construire 3 champs lexicaux un peu en rapport avec la science, et on a aussi construit 2 champs lexicaux en rapport avec la politique. Donc, il y en a un avec les termes indépendance, crédibilité, etc. Puis un autre avec démocratie, législation, je ne sais plus ce qu'on a écrit. Et on se rend compte que ça, par contre, c'est très fort dans les années 90, beaucoup plus fort que le discours de la science, en fait, parce que c'est le moment, une fois de plus, où la Banque d'Angleterre se transforme, et donc elle a ce besoin d'affirmer sa légitimité d'affirmer la légitimité de l'institution et de son mandat. Et donc ça chute totalement à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Et c'est l'inverse, et ça remonte un peu au niveau de la crise, parce que c'est pareil, une fois de plus, au niveau de la crise, on a besoin de mettre en avant la fonction de l'institution. J'ai plusieurs questions un peu de méthodologie, en fait, de comment vous avez construit vos indicateurs. Mais la première question que j'avais, c'est est-ce que donc là, l'objectif, c'est de construire des indicateurs a priori, puis de les appliquer au cas de la BOI, ou alors d'utiliser les éléments que vous récoltez de la BOI pour améliorer vos indicateurs, puis créer des indicateurs que vous pourriez utiliser pour mesurer la scientisation dans les banques centrales en général. Donc, créer comme un indicateur de scientisation. J'avoue, je ne sais pas si c'est dans quel ordre c'est. Est-ce que la BOI est un cas d'application? Est-ce que la BOI, c'est votre terrain de recherche? Et l'autre question que j'avais, c'était sur celle de... Donc, si on essaie de développer une notion de ce que c'est que la scientisation, est-ce que là, vous n'avez pas... étant donné que ça réfère à différentes communautés au sein même, vous étudiez différentes communautés au sein même de la Banque d'Angleterre. Vous étudiez une série de périodes. Votre indicateur, il prend en compte une série de variables. Est-ce que vous n'allez pas avoir affaire à plusieurs scientisations? Et par exemple, l'utilisation de références académiques, pour ce que j'en comprends, c'est un peu ça, disons, le proxy, le plus gros proxy par rapport à ce que serait la scientisation. L'utilisation de références académiques par du personnel qui travaille dans le secteur prévision d'inflation, anticipation, prévision de l'inflation, calcul des prévisions de l'inflation, ça peut ne pas être du tout la même fonction qu'une communauté de stagiaires au bureau des communications. Et c'est pas le même... c'est comme c'est un personnel complexe, diversifié, etc. Le fait d'avoir un doctorat ne joue pas forcément le même rôle dans la légitimation des pratiques et peut ne pas avoir la même fonction. Donc, je me demande comment vous pourriez mesurer ça ou typologiser la fonction qu'a citer des références académiques ou avoir un doctorat en fonction des tâches que réalise le personnel d'une banque centrale qui peut passer de tout au tout, quoi. Et je me suis aussi demandé si vous contrôlez pour la variable âge, pardon. Non, à moins que rien décide de t'arrêter, c'est lui qui gère. C'est une question que je me posais. Est-ce que l'âge, je ne sais pas si vous avez accès à ces données, parce que c'est quand même de l'ordre du privé, là. Je ne sais pas si on peut calculer les embauches de quand est-ce qu'elles datent et tout ça, mais est-ce que le fait d'avoir eu un doctorat il y a 40 ans ou le fait d'avoir un doctorat aujourd'hui influe sur la manière, par exemple, de citer de façon académique ou de concevoir la scientisation? Bon, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subtil, je pense, mais est-ce que la variable âge pourrait jouer sur le rapport à la scientificité? En commençant par la fin, ça me permet de revenir au début, mais pourquoi le cas de la Banque d'Angleterre? C'est en grande partie parce qu'on avait cette amas de données disponibles à rentabiliser, c'est un vilain mot, mais donc notamment parce qu'on a cette base de données prosopographique qui prend du temps à collecter parce qu'il faut aller chercher les informations pour les individus. Et en général, l'âge est une information qu'on a vraiment du mal à trouver. Après, par contre, on a les dates. En général, on a les dates du PhD, on a les dates d'embauche, etc. Donc, il y a quand même, on peut plus ou moins calculer approximativement la durée de carrière au sein de la banque. Mais donc, on avait toutes ces données sur la base de données prosopographique. Il y a des choses qui prennent un peu de temps sur les discours. En fait, on avait codé le public, l'audience des discours. Donc ça, c'est pareil, hein, ça prend un peu de temps. Donc, il y a tout ce qui est référence bibliométrique, ça pourrait s'appliquer assez facilement à d'autres institutions. Le word embedding sur les discours, il suffit de moissonner les discours des différentes banques centrales. Mais après, il y a des données qui mettent un peu plus de temps à collecter. Et c'était tout l'intérêt d'essayer
d'utiliser la Banque d'Angleterre. Et puis, l'autre objectif, c'était quand même aussi d'essayer de contextualiser ces données, de pas les donner juste de manière brute, hein, mais de les mettre en contexte. Et donc, tout ce travail d'archives, d'histoire de la Banque d'Angleterre qu'on avait fait dans 2 autres articles aussi aide à ça. Et c'est ça, par exemple, qui permet de dire, bon, bah, on a 2 indicateurs contradictoires au début des années 90, l'augmentation du nombre de docteurs, mais la baisse du nombre de publications. Et donc, bah, c'est vraiment par le travail d'interview, d'archives qu'on arrive à contextualiser ça et à comprendre qu'en fait, oui, pourquoi est-ce qu'on embauche ces gens, quel est l'objectif, pourquoi faire. Bah là, à ce moment-là, il y a vraiment cette idée qu'on retrouve tant dans les archives que dans les interviews que, bah oui, il nous faut du personnel un peu plus expert parce que là, on se retrouve avec une montagne de nouvelles tâches, écrire ce rapport sur l'inflation, publier des forecasts, alimenter les discussions de politique monétaire et du coup, voilà, ça crée des nouvelles fonctions. Alors, après, oui, on pourrait essayer de désagréger. Par exemple, pendant longtemps, on se rend compte que dans l'aile stabilité financière de la Banque d'Angleterre, hein, qui s'organise entre stabilité monétaire et stabilité financière, pendant longtemps, du côté stabilité financière, en fait, c'est pas des docteurs, il y a très peu d'économistes, c'est des gens qui ont un profil différent. Et c'est après la crise financière seulement qu'on se dit, ah non, il faut qu'on imite le modèle de la partie monétaire de la banque pour l'appliquer à la partie financière et avoir des économistes diplômés, etc., pour construire des modèles financiers, etc. Donc, on applique en fait ce modèle-là. J'espère que j'ai répondu plus ou moins. Je retournerai en ligne pour une question qui est passablement volumineuse. Je ne sais pas si Thomas accepterait de la dire oralement pour la synthétiser peut-être mieux que je ne le ferai. Sinon, ce n'est pas très grave. Donc, je la lis rapidement. Donc, sur la baisse des citations pendant la crise, est-ce que cela ne s'applique pas par le fait qu'il s'agit d'une crise du mainstream et que puisqu'il devient peu avisé de citer Lucas en octobre 2008, la baisse des citations reflète un moment de réflexion, de pause, où les chercheurs doivent modifier et ou mettre à jour leurs références. Sur votre dictionnaire Word Embedded Analysis, le vocabulaire est très mainstream. Je serais assez curieux de voir ce que ça donne avec un champ lexical relié à des recherches sur l'instabilité financière, les modèles de Gorton, l'instabilité financière de Minsky, etc. Et question complémentaire, est-ce que vous avez mesuré la cosine avec un autre pre-trained modèle pré-entraîné, j'imagine, que celui cité en début d'article? Sur le premier point, oui, c'est sans doute assez vrai. Alors, c'est pas du Lucas qu'on cite à la Banque d'Angleterre, parce qu'on a regardé quel type de travaux on cite. C'est pas ce genre de travaux, mais en effet, ce qui est beaucoup cité au début, juste avant la crise financière, c'est des travaux en macroéconomie assez mainstream. Les gens n'arrêtent pas totalement de faire de la recherche en macroéconomie après la crise. C'est juste que, alors oui, j'imagine qu'il y a de plus en plus de discours qui sont autour de la stabilité financière, de la crise financière, et qu'en effet, il y a peut-être moins d'appui qu'on retrouve dans la production académique à ce moment-là. Ça, on l'a retrouvé dans nos interviews aussi, hein, où il y a certains dirigeants de la banque qui disent, bon, bah, en 2009, quand il faut mettre en place de nouvelles politiques, bon, bah, les économistes ne nous ont pas servi à grand-chose parce que donc, fallait mettre en place la fameuse politique d'assouplissement quantitatif, mais il n'y avait pas forcément de l'expertise existante en économie à ce moment-là pour calculer quel type d'actifs il faut acheter, dans quelle quantité, etc. Donc, ouais, il y a une baisse de l'utilité des économistes à ce moment-là au sein de la banque, et donc ça se reflète peut-être aussi dans les citations. En fait, la baisse des citations, c'est aussi peut-être lié à ça, mais en même temps, le fait même que le discours, et c'est là l'intérêt du word embedding, est moins scientisé, hein, je mets des guillemets, mais ça prouve aussi que ça ne se joue pas que dans le fait qu'il y a moins d'utilité, c'est aussi que la manière de communiquer change à ce moment-là. Et si on utilisait un champ lexical qui soit technique, mais plus sur les questions financières, ouais, j'imagine que peut-être ça serait un bon test, hein, peut-être ça augmenterait au moment de la crise financière, et donc en fait ça compenserait la baisse d'un vocabulaire plus économétrique ou macroéconomique. Ce serait une bonne chose à tester. Et sur le dernier point, la similarité se calcule juste. Tu prends les 2 vecteurs et tu fais ta similarité pour chaque dimension. Et, donc, c'est juste
le pre-train model, il te donne les paramètres pour relier, il te donne les vecteurs pour chaque mot, et ensuite la similarité cosinus te permet juste de calculer la proximité entre les vecteurs 2Z2, quoi. Est-ce que je peux rebondir sur le dernier point? T'as pas voulu lire toute ta question. Ouais, je suis désolé, j'étais pas en mesure de parler. J'étais en train de me brosser les dents, mais merci d'avoir posé la question pour moi. Donc, juste sur le dernier point, c'était testé avec d'autres vecteurs, en fait. Et donc, avec un autre pre-train modèle que le modèle que vous avez utilisé, il vient des banques centrales. Et donc, ça serait juste intéressant de tester avec quelque chose d'autre où la similarité sémantique pourrait être légèrement différente. Oui, nous, on avait pris ce modèle justement parce qu'il était construit, parce que pour information, il y a une partie de ces pre-train modèles d'embedding, ils sont souvent construits sur des grosses bases de données du style, enfin sur des grosses bases de données, sur des corpus du style Wikipédia, etc. Et donc, l'idée, nous, qu'on avait, c'était d'utiliser, on a de la chance qu'il y ait un article qui soit déjà publié, qui est construit un modèle pour les banques centrales en l'appliquant peut-être 30 000 discours dans plein de banques centrales différentes. Et du coup, on se disait, bah, c'est un modèle qui est déjà entraîné sur vraiment le type de langage qui est utilisé dans les banques centrales. Donc, c'est pour ça. Après, oui, on pourrait, c'est pas compliqué d'essayer d'avoir un benchmark avec le Word-to-Text qui utilise Wikipédia ou de le construire nous-mêmes à partir de notre corpus à nous pour voir ce que ça changerait. On pourrait peut-être essayer ça. J'avais Yves qui avait une autre question ici. Oui, c'est dans cette direction-là. Sur le plan technique, là, ça m'intéresse de comprendre quelque chose là-dedans. Par exemple, avez-vous essayé l'analyse des co-occurrences de mots? Parce que pre-train, c'est bien gentil, le IA, des affaires. Mais au fond, notre corpus, on a fait un effet semblable. Et donc, juste par le contenu des fréquences, il se construit des vecteurs. Donc, ce n'est pas qu'on a à l'extérieur quelque part qu'on se demande s'ils sont dedans. Je veux juste comprendre le word embedding aussi. C'est sur votre corpus. Par exemple, nous, on l'avait fait pour la sociologie. On avait pris les revues avec la recherche, revues françaises, les revues d'anthropologie, pour voir c'est la même chose, et la revue de Mafessoli. On voulait démontrer que ce n'est pas de la sociologie. Donc, si c'était la sociologie, il va se retrouver dans le cadre haut avec la sociologie. Si ce n'en est pas, comme l'anthropo, ce n'est pas la socio, elle se retrouve dans un autre lieu. Et la gang de Mafessoli, effectivement, conformément à l'hypothèse, se retrouve ailleurs. Mais ce n'était pas que je construis dans tout. Le vecteur se construit par l'analyse du corpus. Est-ce que c'est ça aussi possible? Parce que pour comprendre le pre-train, on prend ce qu'ils ont fait là, puis on le regarde s'il est là. Je crois que j'ai mal compris, non? Ouais. Alors, c'est pre-train parce que du coup, c'est construit sur un corpus qui est beaucoup plus large que le nôtre. Et donc, le but, c'est… Vous prenez ce vecteur-là qui est construit ailleurs, vous le mettez là. OK, c'est ça. Pourquoi pas simplement voir qu'est-ce qui se construit? Donc, l'avantage, en fait, le principal avantage de la méthode, enfin, moi, tel que je le vois, c'est d'éviter le risque, justement, quand on sélectionne soi-même les mots qu'on veut voir, si on teste les co-occurrences, tu coupes à 50 ou à 60 parce que c'est l'autre cas et les oui. Ça va être de même, c'est sûr. Du coup, il faut bien trouver une liste de mots qui représentent le caractère scientifique du discours comme nous, on veut le faire. Il faut qu'on réussisse à construire ce champ lexical de qu'est-ce que ce serait qu'un discours scientifique et de voir si on le retrouve dans les discours. Et l'avantage du word embedding, c'est que si on utilise une simple méthode de dictionnaire sans ça, c'est-à-dire on va dire, bon, alors, il va y avoir le mot science, il va y avoir le mot université, mais alors, science avec un S, université avec un S, etc. L'avantage du word embedding, c'est que si on met université sans S, le mot qui va être le plus proche de université sans S, c'est université avec un S. Voilà. Et du coup, il y a toutes ces proximités qui se construisent, et donc ça rend moins important le fait d'oublier des mots, etc. Donc, c'est principalement l'avantage de pouvoir construire ce champ lexical et de savoir qu'il y a tout un… Et donc, par exemple, un paragraphe où il n'y a pas le mot université, donc nous, on met juste université sans S dans le champ lexical, et dans le paragraphe, il y a université avec un S, et bien du coup, ça va y avoir une proximité parce qu'on a ce pre-trained model qui construit la relation entre université avec et sans S pour nous. Et donc, ça veut dire qu'on est capable de dire si un paragraphe est plus ou moins scientisé à partir de mots, même si nos mots n'y sont pas dedans. Parce que c'est les mots qui y sont les mots qui sont proches des mots qu'on a choisis. Ça permet d'avoir un peu moins de sensibilité au changement de dictionnaire. C'est ça l'avantage. C'est des grands mots pour quelque chose qui n'est pas très différent, je suis d'accord.
Vous avez fait du topic modeling aussi, qui est un modèle de co-occurrence de mots. C'est ça. Vous Ouais. avez fait aussi, vous avez de l'embedding, vous avez fait aussi de la co-occurrence. Le topic modeling, c'est sur les articles. Ouais, c'est ça, c'est sur les Sur articles. les articles, pas sur les Ok. discours, c'est sur des questions. Là où il fait même mot. Et du coup, est-ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire l'appliquer sur les discours, mais après, il faudrait quand même coder et décider quel topic est un discours expert, technique ou scientifique et lequel est un discours plus vulgaire, tu vois, voilà. Il y a définitivement du travail à faire. C'est pas tout donné. C'est vrai que c'était une manière un peu plus directe de le faire. Puis, si je peux juste rebondir sur la mesure du cosine, là, j'ai travaillé sur un projet où est-ce qu'on a testé plusieurs méthodes de similarité pour des ensembles de textes. On s'est rendu compte que, dépendamment de la mesure de similarité qu'on prenait, les résultats étaient complètement différents. Tu prenais pour une certaine mesure de similarité cosine les top 10 sur 10 000 textes, tu prenais une autre, puis il pouvait tomber dans le dernier centile, là, d'un bord et de l'autre. Donc, il faut généralement qu'on utilise une méthode de similarité, il faut justifier le choix de cette mesure-là pour dire que c'est réellement ce genre de similarité qu'on considère intéressante. Oui, non, c'est une bonne suggestion. Je dirais que j'ai repris une méthode. C'est quoi? C'est une méthode classique, tu sais, qui est difficile d'attaquer. Tu dis, moi, j'utilise celle-là, personne ne va dire non, c'est impossible. Mais il y a tester une ou deux autres pour voir est-ce que ça va dans la même direction. Non. Et si c'est pas pourquoi celle-là est utilisée, il y a quand même dans des suppositions qui sont derrière ça, puis ça va pointer dans une certaine direction, un certain type de similarité. Et ça va en oublier certains autres. Avant de conclure, puisque le temps file, est-ce qu'il y aurait une autre intervention ici ou en ligne? Sait-on jamais? Entre deux brossages de dents. Il veut parler. Enfin, il veut parler. Ah, François, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Il est fondu dans le. Il y a deux points avec la discussion. Le premier, c'est sur donc, le fameux drop pendant la crise de 2007-2008. C'est vrai que c'est en tension avec plein d'autres moments où, comme on parle avec la crise de la COVID, en fait, là, pas pour le discours économique, mais pour le discours scientifique en général, les études là-dessus, on a fait voir que la science, en fait, devient plus à l'avant-plan. La société en général, puis le choix de son discours, finalement. Parce que justement, ce n'est pas une crise de la science elle-même. Parce que là, dans ce cas-ci, c'est évident, il brûlait l'économie. C'était ce niveau-là. Malheureusement, je me rappelle bien, on a arrêté de collecter en 2020. Hein. La crise de la COVID serait un bon exemple, peut-être. Peut-être Brexit, même, en fait, si on regarde vraiment la période Brexit où c'est très chaud, quand ils décident de redémarrer à fond l'assouplissement quantitatif. Puis là, on pourrait dire, en fait, ça, c'est un cas très précis où la crise est une crise de la science. Donc, bien entendu, il cache la science. Et ça serait pour être intéressant. Puis l'autre, c'est vraiment intéressant le truc de la politisation. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu de cherry picking. Parce que, bien entendu, ils ont marqué ça quand ils disent il y a de la politisation. Je ne veux pas dire c'est plus du tout politique, jamais. Ils ne seront jamais pognés, jamais critiqués par le Wall Street Journal. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'il y en a moins. Là, il y a comme une espèce de constat factuel. S'il est arrivé dans la COVID, dans la période de la COVID, par exemple, on était dans un monde où tout on fait de l'art, laissez le faire, ce serait peut-être fait beaucoup plus rentrer dedans que maintenant. J'ai vu comment on peut avoir un peu ce contrefactuel-là, que est-ce que c'est plus politisé que cela aurait été si on n'était pas dans le 5e âge scientifique. Je pense que c'est possible. Un complément là-dessus, je ne l'ai pas soulevé, mais c'est une de mes premières. Est-ce qu'effectivement, par exemple, on dit si c'est technique, c'est apolitique, mais tu disais, je vais prendre note, tu disais, ouais, mais il y a des débats publics quand même, donc c'est pas si apolitique. Ça présuppose que parce qu'un débat, c'est politique. Mais non, il peut y avoir un débat sur l'hydroxychloroquine qui est public, c'est pas politique comme tel, c'est qu'on ne voit pas cette affaire-là. Donc, c'est comme dit, c'est difficile de séparer la politisation telle qu'il l'entend. Parce que le mot, à ce temps, on dit tout est politique. Effectivement. Donc, il y a un danger de se voir qu'est-ce que ça veut dire, politique. Oui, bien sûr. Merci à tous pour vos retours. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci aux gens qui se sont connectés en ligne et qui ont posé des questions. Avant qu'on se quitte, tout simplement, lancer l'invitation pour, c'est dès demain, je crois. On a une conférence cette fois. Un autre invité, d'abord, j'en profite pour te remercier avant de passer tout de suite à quelqu'un d'autre.
J'ai l'air de montrer la porte. Alors, demain, on a Emmanuel Delille qui vient nous présenter une conférence qui va s'intituler sur un tout autre sujet, Réflexion sur l'histoire de l'épidémiologie psychiatrique, le cas de la Sterling County Study. Ce sera ici même au CIRST et en vidéoconférence. Les liens et les autres informations sont disponibles sur notre site Internet et les plateformes de médias sociaux habituelles. Alors, encore une fois, merci. Bonne fin de journée. Merci, rien. À la prochaine.